Sur la plateforme pétrolière, Clark y avait construit un campement réfugié. Dans ce campement réfugié, sur la plateforme pétrolière sur laquelle elle était prisonnière de cette plateforme pétrolière, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. De nombreuses âmes étaient vouées à la perdition. De nombreuses âmes étaient déjà mortes. De nombreux enfants étaient contaminés par les vagues de radiation, par un virus étrange que Abby elle-même n'arrivait pas à découvrir. Abby n'arrivait pas à découvrir ce virus, d'où il venait, s'il venait de la mer, du désert, ou alors de la terre. Les enfants étaient déjà morts par centaines. Leur peau était couverte de plaques. Leur peau était couverte de plaques, de brûlures, était couverte de marques, était couverte de brûlures et de griffures. Ce virus attaquait leur sang. Ce virus attaquait leur sang et ensuite attaquait leur peau. Leur peau devenait rouge, couverte de plaques. Ils ne savaient plus respirer. Leurs lèvres et leurs poumons étaient attaqués d'une manière impossible à décrire, comme si leurs poumons se mettaient à brûler. Comme si leurs poumons se mettaient à brûler. Ensuite, le virus s'attaquait à leur peau. Leur peau se mettait à s'écailler comme un poisson. Leur peau se mettait à s'écailler comme un poisson brûlé. Leurs ongles tombaient. Et puis c'était la mort inévitable. Après, c'était la mort inévitable, après avoir attaqué leurs poumons, après avoir attaqué leur peau, qui s'était écaillée comme du poisson, qui devenait une peau comme un reptile, comme la peau d'un reptile. Leurs ongles tombaient. Des millions d'enfants étaient morts. Abby tentait de trouver en vain. Tentait de trouver en vain quelque chose qui pourrait les sauver, ou alors peut-être atténuer peut-être un peu leur douleur. Mais Abby ne trouvait rien. Aucun médicament ou aucun remède, aucun sérum, aucun remède n'était viable. Et dans les 24 heures suivantes, Abby n'avait toujours rien trouvé. Des enfants mouraient sous ses yeux alors qu'elle était sans aucun pouvoir. Elle ne parvenait à rien faire. Elle établissait plusieurs diagnostics sur plusieurs enfants qui étaient sur le point de mourir, alors que leurs poumons étaient brûlés et que leurs ongles tombaient. Elle établissait des diagnostics, elle les emmenait dans un laboratoire en les séparant de leur maman et de leur papa, en les séparant de leur mère patrie, en les séparant de leur père, de leur mère et de leur peuple. Des Tricrew et des One-Crew étaient en train de mourir. Des Tricrew du peuple des arbres. Il y avait aussi bien d'autres peuples sur cette passerelle, bien d'autres peuples qui étaient avec eux dans ce camp réfugié. Bien d'autres peuples étaient en train de mourir et d'accuser le peuple du ciel d'être en train de les Bien d'autres peuples étaient en train d'accuser le peuple du ciel de les envahir, d'envahir leur peuple, d'envahir leurs maisons, d'envahir leurs quartiers généraux. Bien d'autres peuples accusaient le peuple du ciel de les avoir tout simplement soumis à ce virus. Tous les peuples qui les avaient rejoints, les natifs et les Nadblida qui les avaient rejoints sur la passerelle, qui les avaient rejoints sur cette plateforme pétrolière, étaient en train de mourir les uns après les autres. Ils étaient en train de mourir les uns après les autres, personne ne savait pourquoi. Et même si personne ne savait pourquoi, Clark était parti. Clark était parti. Elle avait dit à sa mère qu'elle reviendrait. La serrant très fort dans ses bras, elle était partie sur un bateau qui avait pris la mer. En prenant la mer, ce bateau était déjà loin. Clark, avec son fusil à la main, regardait la plateforme s'éloigner. Elle allait chercher une solution, autre part. Autre part, sur Terre, peut-être ailleurs, elle allait chercher une solution à ce virus. Infligé par les vagues de radiation qui ont survolé la mer et qui ont attaqué la plateforme pétrolière. Ça sentait le pétrole de loin. Le pétrole se déversait dans la mer, et elle était partie pour chercher une solution avec Bellamy et avec Raven. Elle était partie pour chercher une solution
Essayer de trouver quelque chose qui pourrait guérir ces millions d'enfants qui étaient en train de mourir qui étaient en train de mourir sous le pouvoir de ce virus et qui mouraient sous les yeux de Abby, les uns après les autres, quand bien même qu'elle se démenait à trouver un sérum, quelque chose qui pourrait les guérir ou atténuer leur douleur. Les enfants souffraient et hurlaient. Les enfants malades souffraient et hurlaient derrière Clark, derrière Bellamy et derrière Raven. Raven, Bellamy, tous les trois en train de regarder la surface de l'eau, tous les trois en train de chercher une solution. Tout au fond était en train d'arriver une vague de radiation, une vague de feu. Cette vague était en train de passer au-dessus de l'océan. Clark, qui voyait le ciel devenir noir, qui voyait les nuages devenir complètement noirs. Le ciel, lui, devenait d'un noir intense et d'un rouge intense et profond, profondément noir. Les nuages, eux, devenaient d'une poussière noire, comme du charbon, comme si du charbon avait explosé en d'intenses explosions dans le ciel. Comme si dans le ciel d'intenses explosions de morceaux de charbon avaient explosé, les nuages étaient devenus noirs de poussière, de suie, noirs de poussière, de suie, de poussière noire. Les nuages restèrent noirs longtemps, jusqu'à ce que derrière apparaisse une sorte de lueur rouge orangeâtre et jaune apparaisse cette lueur juste derrière les nuages noirs. Les nuages noirs tombaient de plus en plus et se rapprochaient de la plateforme. La plateforme, elle, sentait le pétrole. Elle sentait le pétrole et le mazout, avec juste en dessous la pique qui était en train de creuser dans l'océan. Tout au fond, cette vague qui restait sur place, mais qui donnait l'impression d'avancer, avançait tout droit vers la plateforme. Elle pouvait se déplacer sur les vagues, mais cela paraissait irréaliste aux yeux de Clark, qui était en train de la regarder, qui avait prévenu Raven et Bellamy. Tous les trois en train de préparer le bateau, de mettre les armes dessus, de préparer minutieusement le bateau avec les armes dont il leur fallait, avec l'équipement qu'il leur fallait. Préparant le bateau qu'ils avaient lâché sur la mer, il leur était maintenant impossible de passer, à cause de cette vague de feu de radiation qui attendait posée sur l'océan, qui était en train de faire du surplace. Cette vague de feu et de radiation, certainement mélangée à des bouts de verre et au sable, qui leur serait sûrement fatale s'ils passaient au travers. Ils avaient remonté le bateau et devaient trouver un autre moyen de rejoindre les terres. Le seul moyen, c'était de passer par la mer, de passer sous l'eau par la mer. Mais au bout d'une certaine profondeur, la mer se refermerait sur eux. Parce que s'ils partaient avec une certaine profondeur qui n'était pas assez profonde, le mazout déversé dans l'eau se collerait aux parois et ils exploseraient avec la vague de radiation. La vague de radiation, quand Clark était en train de la regarder et Bellamy et Raven étaient en train de la regarder, pour trouver un autre moyen de passer de l'autre côté et de rejoindre les terres. Quelque chose fit éruption dans le ciel. Les nuages commencèrent à se contorsionner. Tels des vortex, ils commencèrent à se contorsionner. Quelque chose fit éruption dans le ciel, troua les nuages en deux, et passa contre le sol. Une violente vague explosa. Une violente vague était en train d'exploser. L'eau était en train de reprendre le dessus sur la vague de radiation et de feu. Le feu et l'eau se mélangeaient, quand cet énorme vaisseau noir fit irruption dans le ciel et prit alors la vague de radiation avec lui. La vague de radiation partit du bon côté, de l'autre côté, enfoncée dans l'océan, avec le vaisseau qui s'était enfoncé lui-même dans l'océan. Une équipe devait maintenant partir voir de quoi il s'agissait. La vague de radiation avait été écrasée par le vaisseau. Un immense vaisseau qui avait troué le ciel.
Une lumière blanche était en train d'éclairer l'océan. L'océan et les vagues, les énormes vagues d'eau dans lesquelles s'enfonçait l'énorme vaisseau noir, étaient en train de surgir dans le feu. Le feu se mélangeait au mazout qui était mélangé à l'eau, qui était dans l'eau. L'eau était en train alors de brûler. L'eau était en train de brûler. La vague de radiation était en train de s'agrandir et de se rapprocher. Mais le vaisseau était de plus en plus en train de se rapprocher lui aussi, de s'écraser dans l'océan et d'écraser la vague de radiation avec lui. Clark avait une autre solution, de passer peut-être par l'océan, sur le côté, d'un autre côté, pas de l'hémisphère sud, mais de l'hémisphère ouest, de passer par l'est ou par l'ouest, mais de ne pas passer par l'avant, par les côtés et de rejoindre la Terre, les terres en face, même s'il fallait rejoindre les terres de l'autre côté, au sud, et pas à l'ouest ou à l'est. Pour passer, la reine des Folklore leur a parlé d'un océan, un ancien océan qui a plus d'1 milliard d'années. Cet ancien océan qui a plus d'1 million d'années, d'1 milliard d'années, béni par les dieux de la flamme des commandants. Cet ancien océan, appelé l'océan de glace, était un ancien océan qui avait été congelé par un ancien Prime Faya qui avait envahi la moitié de la Terre. La moitié de la Terre avait brûlé. La moitié de la Terre avait brûlé à cause de ce Prime Faya. Ce Prime Faya avait tellement brûlé, et avait tellement brûlé la Terre, avait tellement desséché cet océan, que cet océan n'était plus séché, ou alors n'était plus glacé. Il était devenu un océan de glace, mais la glace était tellement solide, et les arbres qui s'y trouvaient dessus étaient tellement solides, que les arbres brûlés à vif par ce Prime Faya, qui a plus de 1000 ans, d'1 million d'années, qui a l'âge de la flamme des commandants. Les arbres qui s'y trouvaient, les racines qui s'y trouvaient, formèrent une structure de racines brûlées qui ressemblait à des pierres, tellement brûlées que la glace ressemblait à de la pierre, de la roche. Il fallait y passer, mais certaines vagues de radiation avaient pour particularité d'avoir fusionné avec du verre, et d'avoir fusionné avec de la roche, des mini-bouts de roche et des mini-bouts de verre aussi tranchants que des lames de rasoir. Clark s'y était enfoncé, avec Bellamy, toute une équipe de Folklore qui était venue avec eux pour les guider. Ils s'y étaient enfoncés et ils étaient en train de traverser la mer. Par le côté, avec un bateau, ils avaient rejoint cet ancien océan. Quand le bateau s'est arrêté, l'océan est alors devenu gris. Ils ont mis les pieds dessus, et plusieurs bêtes étranges y vivaient. Des serpents blancs avec juste une tache noire sur le visage, sur leur visage, entre leurs yeux rouges. Ces serpents étaient venimeux, te paralysaient complètement les poumons, te paralysaient le cœur, et une fois ton cœur paralysé, leur venin faisait alors couler ton sang par tous les orifices. Ton sang coulait sur les yeux. Sous les yeux, ton sang coulait par la bouche, et il ne s'arrêtait plus. Son venin liquidifiait ton sang, une fois que ton cœur s'était arrêté. C'était la liquidification de ton sang. Tu te mettais à saigner de la bouche, à saigner du nez, et à saigner des yeux. Tu avais même du sang parfois qui séchait sous tes ongles. C'est après quelques minutes que les personnes qui ont été touchées par ce venin meurent de manière fatale. Ils ont conscience de leur sang qui se liquidifie, dans leurs veines, de leur sang qui coule sur leur visage. Mais après, c'est la mort fatale. Le venin attaque le cerveau, et c'est là que c'est la mort fatale pour toute personne qui a été touchée par ce serpent. En avançant,
En avançant entre les vagues, de temps en temps, ils s'arrêtaient avec la voiture et se mettaient tous à l'intérieur avec les Folklou. Il leur expliquait ce qu'il y avait de dangereux et comment est-ce qu'on pouvait survivre ici. Quand les vagues arrivaient, elles n'arrivaient jamais seules, avec une vague de radiation, avec une vague de sable mélangée à des petits bouts de verre, ils arrivaient. Certaines choses étaient cachées sous les racines. Les racines, certaines étaient molles et certaines étaient dures. À l'intérieur de cet océan qui ressemblait vachement à un désert, on l'appelait aussi le désert océan. Ce désert océan, qui était une des vagues les plus séchées par un prime fire, les plus durcies, de l'eau qui ressemblait à de la terre, de la glace qui ressemblait à de la terre. Les Folklou connaissaient cet endroit depuis très longtemps. Une fois qu'ils y sont arrivés, de l'autre côté, sur les terres touchaient cet océan de glace, touchaient cet océan de pierre. L'un des Folklou a été touché par le venin du serpent. Heureusement, Clark, avec son couteau, n'a pas hésité à faire un trou et à appuyer dessus comme pour percer un bouton. Le venin est sorti tout aussitôt. Le venin est sorti tout aussitôt par la jambe de ce Folklou. Le jeune enfant était alors sauvé, mais son sang était à peine en train de se liquidifier qu'il avait déjà saigné par le nez et par les yeux. Mais il avait suffi d'une minute pour que Clark trempe un petit peu son vêtement, pour qu'elle trempe un petit peu son t-shirt dans l'eau sur le côté et qu'elle lui essuie les yeux et qu'elle lui essuie le visage. L'enfant était sauvé et retournait auprès de sa mère chez les Folklou. De l'autre côté, avec Raven, Bellamy, Clark prenèrent les armes dans la voiture qui était sur l'océan de glace et partirent à l'intérieur des terres, rejoindre le peuple des arbres pour pouvoir trouver un moyen. Il fallait avant tout convaincre le peuple des arbres, mais cela allait peut-être s'avérer facile. Cela allait peut-être être facile, car les Folklou qui les ont amenés jusqu'à cet océan de glace étaient déjà avec eux sur la plateforme pétrolière. Donc cela était peut-être déjà facile. Peut-être déjà facile d'avance de les convaincre de venir et de trouver un sérum. De trouver un sérum pour pouvoir guérir tout le monde de ce virus inconnu, que eux connaissaient peut-être. Arrivé sur les terres des Folklou, Clark regarda la plus grande des reines. La plus grande des reines des Folklou était en train de lui demander comment se présentait le virus. Clark lui avait parlé du virus qui avait atteint des millions d'enfants et qui avait atteint des mères et des pères. Des mères patries et des pères patries étaient morts. Des pères patries et des mères patries étaient morts depuis bien longtemps. Beaucoup de peuples étaient déjà morts et avaient déjà presque été annihilés complètement. Ces peuples qui avaient été déjà annihilés complètement à cause de ce virus auquel personne n'arrive à en trouver la cause. Ce virus auquel personne n'arrive à en trouver la cause, même si Abby a déjà une théorie, ce serait que ce virus viendrait d'une larve longue et blanche, se présentant un peu comme un énorme ver, rampant à l'intérieur de nos veines, dévorant nos nerfs et dévorant notre chair pour vivre. Dévorant notre chair de l'intérieur pour vivre, dévorant nos nerfs et nos tendons, dévorant tous les nerfs possibles, se présentant un petit peu comme la lèpre. Ce virus qui serait apparemment un long ver tout fin, qui se présenterait de la taille d'une veine, qui ramperait à l'intérieur pour pouvoir boire notre sang, manger les parois de nos veines, boire notre sang, manger notre chair et dévorer nos nerfs. C'était la théorie de Abby, depuis qu'elle avait fait une radio à certains enfants. À certains enfants, elle avait regardé à l'intérieur. À l'intérieur, elle avait regardé avec un couteau
Avec un couteau, elle regardait à l'intérieur. Elle avait fait plusieurs incisions pour en être sûre et certain. Souvent, une chose était en train de lancer un liquide blanc qui sentait très mauvais. Ce liquide blanc qui sentait très mauvais, souvent quand elle faisait une incision juste au-dessus d'une veine, ce liquide blanc tombait par terre, alors une petite carapace, un peu comme une mue de serpent. Un peu comme une mue de serpent tombait par terre alors cette chose qui s'était réfugiée à l'intérieur du bras. Il fallait ensuite essayer de mettre un garrot sur son bras, sur le bras de la personne à qui elle avait fait une incision, parce que sa peau se mettait à bouger sous sa chair, et on pouvait y apercevoir quelque chose qui commençait à bouger, et qui partait se réfugier loin dans le corps. Elle partait se réfugier loin dans le corps, autre part, dans une autre veine, lorsqu'elle faisait des incisions. C'est à partir de là qu'elle a commencé à faire des radios. À partir de ce moment-là, elle a commencé à faire des radios et à repérer tout le temps la même forme en forme de spirale, qui s'était mise entre deux organes, souvent entre l'estomac et l'intestin. Cette chose était là à l'intérieur. C'était sa théorie que ce long ver était partout dans notre corps et qu'il nous provoquait ça. Lorsqu'il mangeait la peau de l'intérieur, notre peau commençait alors à devenir des écailles de reptiles. Notre peau commençait à se désintégrer, à partir toute seule. Il suffisait de frotter dessus et elle se détachait. Le sang était collé à nos os qui commençaient à se nécroser. Nos os commençaient et notre peau commençait à se nécroser, les uns après les autres. C'était sa théorie. Quand les Folclous sont arrivés avec une solution, Clark les avait convaincus. Ils sont arrivés et la reine a retiré son masque, un masque à partir de bois de cerf et d'animaux malades qu'elle avait récupérés sur terre. Elle leur avait donné de la sève des arbres qu'il fallait boire, mais les enfants ne savaient plus boire. Leur gorge était infectée. Et touchée, et leurs lèvres étaient tellement gonflées et tellement sèches qu'ils ne savaient plus ouvrir la bouche. Alors la seule façon de leur faire boire cette sève était de leur ouvrir la gorge en deux, de leur ouvrir la gorge avec une petite incision et de faire glisser la sève dans leur estomac, de faire glisser la sève dans leur gorge, de faire glisser la sève dans leur gorge juste à l'intérieur de leur œsophage, de les faire avaler en massant leur cou, en massant leur nuque, leur cou, et en massant leur ventre. Une fois avalés, les enfants se réveillaient. Leurs poumons se remettaient à fonctionner. Mais ce n'était que la première étape. Ensuite, il fallait les recouvrir d'algues rouges, qui allaient peut-être réparer la peau des nécroses, et la faire redevenir comme elle était avant. Ensuite, une incision devait se faire juste dans le bras, au niveau du poignet, et avec une pince, il récupérait ce ver qui, avec des petites griffes, s'était accroché aux parois des veines. Ça déchirait l'intérieur du bras, mais il fallait le récupérer. Une fois récupéré, ils ne l'ont pas lancé dans l'eau pour qu'il s'attaque simplement aux forêts des Folclous, pour qu'il s'attaque aux forêts du peuple des arbres. Ils l'ont récupéré et ils l'ont brûlé. Ils l'ont brûlé à l'intérieur d'une boîte qu'ils ont mis dans un incinérateur. Une fois que les enfants savaient se réveiller à cause de ces traitements qui ont été faits par la reine des Folclous, une grande reine sage aux cheveux gris et bruns, elle a repris son masque et l'a mis alors sur la tête d'un enfant. Elle lui a fait avaler la sève et a déposé les algues sur ses jambes et sur ses bras, sur sa peau, qui était en train de se couvrir de nécrose, mais sa peau allait mieux après quelques heures. Récitant une prière, tous les Folclous se mirent autour des enfants et des malades. Les mères et les pères patries allaient mieux. Les peuples allaient mieux et les Nadblida ont pu enfin quitter cette plateforme. Une fois la passerelle déserte, Clark en fit de même avec un bateau qui était venu les chercher. Le peuple des arbres était venu se présenter à Arcadia.
Ils étaient venus chercher Clark, Octavia et Murphy. Ils avaient donné tout ce qu'il s'était passé. Ils avaient donné comme indication qu'une tempête de stade alpha avait complètement dévasté leur vallée, leur lac et leur forêt. Il ne restait plus rien de leur campement. Clark était parti avec eux, Octavia était partie avec eux, armée, avec une arme à la main. Murphy, Octavia et Clark étaient en chemin avec eux. La reine et le roi du peuple des arbres étaient arrivés, leur expliquant ce qui s'était passé, leur expliquant qu'une tempête sur le chemin, leur expliquant qu'une tempête de radiation avait complètement emporté leurs lacs, leurs endroits les plus précieux, les lacs, les forêts, les vallées, tout avait été emporté. Elle leur expliquait ça sur le chemin. Lorsqu'elle est arrivée, Clark ne remarqua qu'un immense désert. Clark, Murphy et Octavia furent tous les trois bouche bée. Ils furent tous les trois bouche bée par ce qu'ils remarquèrent. Devant eux, alors que cela avant même la tempête. Cela avant même la tempête n'était encore que des arbres, des forêts et des lacs. La reine du peuple des arbres, était en train de raconter ce qui s'était passé, ce que la tempête avait fait. Ils regardèrent qu'un immense désert. Ce n'était plus un désert, c'était des abîmes. Il s'agissait d'abîmes qui avaient été emportés par le vent, par les radiations, emportés par la tempête de sable, emportés par cette tempête de stade alpha, emportés par cette forte tempête qui était repartie, et qui n'était certainement pas repartie les mains vides. Les armes vers le bas, les armes en main. Murphy, Octavia. Octavia qui avait ses deux couteaux qui traînaient contre le sol. Octavia qui avait ses deux couteaux qui traînaient contre le sol, qu'elle avait accrochés à son ceinturon, était en train d'avancer et de regarder partout autour. Elle était en train de balayer des yeux le paysage complètement vide, un paysage des abîmes, les abysses complètement vides. Ce paysage, Murphy, avec son arme, était en train de faire pareil. Ils avançaient dans le paysage vide. Les arbres qui étaient cassés à même le sol, le tronc qui était brisé en deux à même le sol, les racines déracinées sortant du sol, les trous et les forêts, les lacs qui avaient été dévastés. Le peuple des arbres n'avait plus d'endroit où habiter. Clark avait son arme à la main. Elle s'était mise juste devant la reine du peuple des arbres. Elle leur a proposé soit de venir habiter à Arcadia, soit de venir habiter à Polis. Les deux solutions s'imposèrent. Venir habiter à Polis. De nombreuses victimes avaient été emportées. De nombreuses victimes avaient été emportées par cette tempête, des enfants, des parents, des mères, des pères, des victimes comme des espions, des guerriers, des guerrières, ou encore des mères, des pères, ou alors encore des rois, des reines, avaient été emportés. Des rois, des reines, des espions, des guerriers. Toutes ces légions d'espions et de guerriers qui avaient été emportés étaient désormais presque morts, mais dans un coin de la forêt, qui avait subsisté. Dans ce coin de la forêt qui avait subsisté, les personnes qui avaient survécu, des guerriers, des espions, des mères, des pères et des enfants. Ces enfants étaient dans ce coin de la forêt, un petit coin de la forêt qui avait subsisté et qui avait résisté à la tempête. Ils étaient tous là sur le côté et attendaient. Ils attendaient, étaient malades, toussaient. Leurs poumons étaient inflammés.
Leur peau était brûlée. Leur peau était brûlée, leurs poumons enflammés. Et avec eux, il y avait une vieille femme aux cheveux blancs, des marques sur le visage, des marques de guerrier sur le visage qu'on lui avait fait avec de la boue, avec de la terre blanche, avec de la craie. On lui avait fait des marques sur le visage et il était en train de les guérir. Quand elle est arrivée, Clark, Murphy et Octavia, quand ils sont arrivés tous les trois, Clark, quand elle est arrivée et qu'elle les a vus, proposa alors qu'ils viennent vivre à Arcadia avec eux. Il les emmena alors tous à Arcadia. Elle revenue avec son arme. Elle revenue avec son arme blessée. Elle revenue avec son arme baissée et les enfants derrière elle qui étaient blessés, qui étaient brûlés à cause de cette tempête. À Arcadia, elle revenue et on lui ouvrit les portes. L'arme baissée vers le bas, Murphy derrière et Octavia sur le côté, avec ses couteaux, protégeaient les enfants et la légion de guerriers. La légion de guerriers et d'espions malades qui étaient en train d'arriver derrière elle. La reine du peuple des arbres, était en train d'arriver aussi. On lui ouvrit les portes et à Arcadia, on leur fit une place. On leur fit une place et on les laissa rentrer. Cette place, on la fit à Arcadia sur le côté, dans un coin, dans un autre endroit de Arcadia, un peu plus loin que le campement. Un peu plus loin que le campement, Raven avait préparé une balise, une sorte d'ancienne navette qui avait été abandonnée, qu'ils avaient retrouvée. Il leur avait préparé cet endroit-là pour se poser, pour se mettre, en attendant d'avoir les soins requis dont ils avaient besoin. Les poumons de chacun des espions et les poumons de chacun des guerriers étaient secs, secs comme de la roche, secs comme du sable. Abby avait pourtant écouté chacun des poumons, mais ils étaient tous secs comme du sable, tous secs comme de la roche. Il était impossible, même avec une radio correctement faite, de leur déposer un diagnostic correct. Le seul diagnostic qu'elle pouvait poser n'était qu'une estimation au final. Au final, le seul diagnostic qu'elle pouvait poser n'était qu'une simple estimation, la vie ou la mort. Elle ne pouvait poser que ça comme diagnostic. C'était la vie ou la mort. Certains allaient mourir et d'autres pas. Quand elle regardait à l'intérieur de leurs poumons, il y avait des nécroses et des cicatrices tissulaires. À l'intérieur de leurs poumons, des cicatrices tissulaires s'étaient déposées un petit peu partout. Des nécroses, il y avait même des caillots de sang un petit peu partout. Un petit peu partout, des caillots de sang, des nécroses, des tumeurs qui s'étaient posées un petit peu partout à l'intérieur. Dans leurs poumons, qui étaient tellement endommagés qu'elle ne pouvait même pas les ouvrir en deux pour pouvoir aller voir à l'intérieur. À l'intérieur, les enfants hurlaient, criaient et parlaient comme ils le pouvaient. Comme ils le pouvaient encore, les enfants hurlaient, criaient, et à l'intérieur de leurs poumons, le sang s'endurcissait et créait des petits rochers, des petits cailloux à l'intérieur, des petits cailloux durs comme de la pierre qui se coinçaient juste à l'intérieur des poumons et leur empêchaient de respirer. Des cicatrices tissulaires se formaient à l'intérieur. Des nécroses étaient en train de nécroser leurs poumons. Leurs os, eux, étaient intacts. Abby ne pouvait déposer qu'un seul diagnostic. Elle ne pouvait qu'expliquer à la reine et qu'expliquer au roi que c'était impossible d'en faire plus. Clark était parti ce jour-là. Clark était parti sans décider, sans dire au revoir à sa mère. Elle était partie voir le peuple de l'eau. Le peuple de l'eau l'avait déjà aidé à sauver plusieurs nations. Le peuple de l'eau l'avait déjà aidé à sauver plusieurs personnes. Quand elle est allée voir le peuple de l'eau, la reine s'est présentée devant Clark.
Encore une fois, elle lui a demandé d'expliquer ce qui s'était passé et elle a apporté ses techniques médicinales. Des techniques médicinales, Clark est allé à la rivière. Clark est allé à la rivière et à la rivière, quand elle est allée avec l'un des guerriers du peuple de l'eau, ce guerrier du peuple de l'eau lui a demandé de retirer quelles algues et lui a demandé d'arracher quelles branches. Elle a fait et a suivi avec précaution chaque instruction de ce guerrier du peuple de l'eau. Cette femme avec qui elle était une guerrière du peuple de l'eau. Elle lui avait demandé d'arracher quelle branche, de couper, à quelle hauteur et où couper la branche sur l'arbre, et de récupérer la sève, comment la récupérer, de récupérer des racines, où les récupérer, de récupérer des algues rouges, et lesquelles récupérer, en récupérer autant, peu ou moins. Quand elles ont récupéré ces algues rouges, qu'elles ont récupéré ces racines, la sève des branches qu'elles ont dû couper dans la longueur, et que sous les écorces, elles ont récupéré la sève. Une fois que c'était fait, la sève sous l'écorce et la sève entre les branches qu'elles ont récupérées en sectionnant les veines de l'arbre, elles sont parvenues à récupérer la sève et parvenues à récupérer les algues. Leur technique médicinale était maintenant comme la dernière fois. Leur technique médicinale était maintenant de recouvrir les enfants de ces algues rouges. Ces algues rouges allaient leur permettre de guérir, allaient permettre à leur peau de guérir, et allaient permettre à l'intérieur de leur peau et de leur chair et de leur corps, allaient permettre à leurs poumons de guérir. Lentement, mais allaient permettre à leurs poumons de guérir. Quand la reine du peuple de l'eau est arrivée, elle est rentrée à l'intérieur de la balise. La balise qui avait été mise en quarantaine. Quand elle est rentrée à l'intérieur de la balise mise en quarantaine, elle a déposé des algues un petit peu partout et a déposé sa main sur les poumons de chacun des enfants. Les enfants se sont mis à prendre une grande inspiration et à respirer. Quand elle a posé sa main sur chacun des enfants, après avoir déposé les algues, et après avoir étendu la sève de ces arbres sur le torse de ces enfants, sur le buste de ces enfants, de ces filles et de ces petits garçons, après avoir étendu la sève sur ses épaules, sur leurs bras et sur leur torse, sur leur ventre, elle y a posé leurs mains, a récité une prière, a déposé sa main. Les enfants ont pris une grande inspiration et ont finalement expiré et se sont mis à respirer correctement. Les enfants étaient sauvés, la quarantaine pouvait être levée. La balise avait été fermée par Raven et la quarantaine avait été levée. Au dernier étage de la tour. Au dernier étage de la tour, devant le trône vide, Apolis, Gaïa et Indra étaient en train de préparer des camps. Les camps avaient été cernés et neutralisés par des voitures. Aux abords de la ville, à l'extérieur de la ville avait été neutralisée. La ville de police avait été neutralisée. La cité de police avait été neutralisée. Toute la ville entière de police avait été neutralisée par des voitures. Aux abords de la cité de police, tout avait été neutralisé par des voitures. Des gardes attendaient les armes. Les gardes attendaient les armes vers le bas, en attendant qu'un peuple arrive. Un peuple devait arriver. Gaïa et Indra étaient encore mis au courant par Raven et étaient encore mis au courant par Clark. Clark, elle, était en train de contacter Gaïa. Gaïa, tout en haut, était en train d'allumer la flamme. Juste devant le trône, qui était vide depuis la mort de Lexa. Depuis la mort de Lexa, le trône était vide, mais toujours là, au dernier étage de la tour. Au dernier étage de la tour, Gaïa avait allumé la flamme.
Les clans qui devaient s'y réfugier pouvaient ainsi suivre la fumée, et pouvaient ainsi suivre la flamme, la lumière de la flamme, à la cité de police. À la cité de police, à la ville de police, les clans qui devaient s'y réfugier, le clan du peuple de l'eau et le clan du peuple de la forêt, pouvaient enfin s'y réfugier. Quand ils ont baissé les armes à police, le peuple de l'eau est arrivé. Le peuple de l'eau est arrivé, et on leur a préparé une place. On leur a préparé une place dans l'une des maisons. Dans l'une des maisons, on leur a préparé une place. Mettant une table au milieu, le peuple de l'eau a commencé à déposer sur les tables différentes algues et différents pots avec à l'intérieur de la poussière récupérée sous l'écorce, d'un arbre brûlé, ou alors de la poussière récupérée au fond d'un lac. Du sable dans un pot, du sable qu'ils avaient brûlé, mélangé avec de l'eau d'un lac, du sable qu'ils avaient brûlé. Ils l'avaient déposé avec le venin d'un serpent. Avec le venin de serpent, ils avaient brûlé ça. Et y avaient déposé tout ce qu'ils savaient. Tout ce dont ils savaient sur la médecine des herbes. Tout ce qu'ils savaient sur la médecine des herbes et la médecine naturelle, ils l'avaient déposé sur la table. Gaïa était à leur côté, afin d'assurer leur protection. Les enfants, petits, aussi soient-ils petits, que aussi soient-ils grands, étaient avec Gaïa pour combattre, et étaient aussi avec Gaïa pour rester sur le côté. Aussi petits soient-ils, ils restèrent dans la maison. Avec les femmes qui allaient s'occuper de la médecine naturelle, mélangeant du venin de serpent, à de l'eau d'un lac qui leur était précieux et divin. Cette eau était précieuse et avait certaines vertus, mélangée à du sable et à certaines écorces trouvées sur les arbres qu'ils avaient broyés, en faisant une sorte de purée un peu molle et brune, très visqueuse, un peu comme de la terre, en faisant une sorte de poudre molle. Ils avaient mélangé ça, et l'avaient mise dans un pot, une purée visqueuse qu'ils avaient mélangée à tout ça. Ils l'avaient mise dedans. Une fois mélangée, cette chose étalée sur le corps des personnes infectées, une sorte de purée noire immangeable, qui sentait très mauvais, qui ressemblait très fort à de la vase. Déposée sur le corps des victimes, cette chose les apaiserait, tout simplement. C'était une technique médicinale ancienne et ancestrale de leur peuple. Maintenant qu'il fallait appliquer toutes ces techniques médicinales, quand Clark est arrivé avec le peuple malade, le peuple malade dans des voitures, ils ont commencé à appliquer leurs techniques médicinales sur eux. Raven avait localisé cet endroit. Raven avait cherché d'où venait la source de cette tempête. En cherchant d'où venait la source de cette tempête, en cherchant dans le désert, en cherchant dans les forêts, en cherchant sur les lacs, qui avaient tous été annihilés les uns après les autres. Quand ils avaient tous été annihilés les uns après les autres, trouvant un endroit où de fortes températures élevées étaient en train de monter. Faisant un zoom sur cet endroit. Cet endroit était une centrale ancienne depuis des millions d'années. Une centrale ancienne depuis des millions d'années. Une centrale ancienne avec un silo souterrain dans lequel tout au fond de ce silo, pour maintenir une température agréable dans ce silo, une sorte d'énorme bunker, une sorte d'énorme centrale à la surface, une centrale électrique énorme, dans ce bunker, ce silo,
souterrain de millions de kilomètres de profondeur. Tout au fond, il y avait une sorte d'énorme réacteur. Un énorme réacteur nucléaire, mais aussi avec une sorte de pression à purge pour pouvoir maintenir la chaleur. Il y avait une sorte d'énorme compression à purge, une sorte d'énorme mécanisme qui appuyait contre le feu et faisait contrepoids contre le feu pour baisser la température et garder les personnes en vie à l'intérieur. Mais depuis, ce mécanisme s'était arrêté. Clark était parti voir avec une équipe, Murphy, Neila et Bellamy. Elle était partie voir à cette centrale, retraversant le désert, reconfrontée encore une fois à des tempêtes, reconfrontée encore une fois à des tempêtes de verre, de morceaux de verre aussi tranchants que des lames de rasoir, et reconfrontés encore une fois à des vagues de radiation. Ils se cachèrent à l'intérieur des voitures blindées et des fourgons, et ils passèrent le désert et arrivèrent à cette centrale. Le temps de descendre tous les étages, le temps de descendre au fond du silo, sous les ordres de Raven, qui était à l'intérieur du camp de quarantaine avec les enfants, les espions, les espionnes et les guerriers qui étaient tous malades, que Abby essayait encore avec sa détermination de sauver, mais elle n'y arrivait pas. Certains espions étaient sur la table d'opération. Certains espions étaient encore dans des tables d'opération, sur des tables d'opération, dans des salles d'opération qui avaient été faites clandestinement, séparées entre des rideaux. Certains étaient encore pleins de sang, le torse ouvert avec les poumons à l'air, maintenus par un écarteur. Une fois à l'intérieur, tout au fond, il fallait réguler la pression. Une fois qu'ils ont régulé la pression sous les ordres de Raven, ils ont apporté les serres hydroponiques avec plusieurs voitures. Plusieurs fourgons blindés ont apporté les serres hydroponiques. Monty a alors apporté ses serres hydroponiques à l'intérieur, régulant la pression, apportant un climat tropical qui pouvait être assez bien pour cette tribu, pour la tribu de la forêt, la tribu des arbres. Pour le clan des arbres, quand ils ont régulé la pression, ils ont apporté un climat tropical, ni froid ni chaud, assez bien pour le clan de la forêt. Quand le clan de la forêt est arrivé, avec leur reine et avec leur roi, ils sont rentrés. Ils ont descendu le silo, les uns après les autres, les espions devant, les guerriers au milieu et juste devant, le roi et la reine, qui sont arrivés en premier. Le roi et la reine du clan de la forêt ont regardé à l'intérieur les serres hydroponiques, leur offrant le même climat que la forêt qui avait été annihilée par cette tempête. C'était maintenant un nouvel habitat au milieu du désert, dans un silo très profond. Un silo très profond, d'1 million d'étages de profondeur, creusant jusqu'au cœur de la terre, et qui était réchauffé par un réacteur qu'on avait refroidi grâce à Raven, sous ses ordres, grâce à Bellamy, à Monty, et grâce à Neila. Refroidi grâce à cette équipe, sous les ordres de Raven, il était maintenant refroidi et régulé à une température agréable, une température proximale qui ressemblait un peu à la température d'une vraie forêt. Cette température leur permettait maintenant de vivre d'un quotidien qui était idem à celui qu'ils avaient dans la forêt avant qu'elle ne soit annihilée par la tempête de radiation. Ils étaient maintenant dans ce nouvel habitat, un nouveau bunker qui était leur nouveau chez eux, entourés de serres hydroponiques qui faisaient vivre la plantation autour d'eux, et qui faisaient vivre les arbres autour d'eux contre les murs. Les arbres vivaient,
grâce aux serres hydroponiques. Clark leur avait montré comment ça fonctionnait. Et Clark leur avait montré comment faire pour garder toutes les fleurs et la faune et la flore autour d'eux. Elle leur avait montré comment fonctionnait le réacteur et comment garder cette température proximale, encore une fois sous les ordres de Raven. Retournés à Arcadia, ils avaient sauvé un peuple, le peuple des arbres et le peuple de l'eau. Retournés à Arcadia, tout pouvait reprendre comme avant. Joséphine voyageant comme un vaisseau à travers le corps de Clark, vit Murphy au bar. Elle saisit sa chance alors de lui parler. Elle lui prometta gloire, elle lui prometta vie éternelle. Elle lui promit de s'en sortir malgré tout ce qui pourrait arriver. Malgré tout ce qui pourrait arriver, elle lui promit de s'en sortir. Gloire éternelle, gloire, victoire et vie éternelle, c'est ce qu'elle lui promit. Elle lui promit aussi de devenir Gabriel Princeps. Elle lui promit de devenir Gabriel Princeps, ce qu'il devient un peu de temps après. Il fit confiance à Joséphine, sans même penser une minute que c'était elle. Il fit confiance à Clark. Clark l'emmena dans les laboratoires en bas. Il s'allongea sur la table, et à l'intérieur, grâce à une puce mémoire, Clark mit alors toute la mémoire de Gabriel Princeps à l'intérieur de la puce. Elle la transplanta à l'intérieur de lui, transplantant la puce mémoire. À nouveau, encore une fois, et cette fois-ci, pas à cause de Russell Princeps et sa femme. Murphy se retrouva encore une fois, ressuscité, revenu à la vie, en tant que Princeps, en tant que Gabriel Princeps. Joséphine lui avait promis la gloire, lui avait promis le règne, et lui avait aussi promis un règne à venir, celui de Gabriel Princeps. Mais avant tout, la vie éternelle, c'est ce qu'elle lui avait promis. Sans le savoir, sans qu'il le sache, Murphy venait de pactiser avec le diable en quelque sorte. Il venait de pactiser pour avoir la vie éternelle, pour pouvoir se réincarner toujours dans le même corps, toujours dans la même âme, toujours dans le même esprit, grâce à une puce mémoire. Il était devenu en quelque sorte à moitié un princeps, et à moitié l'un des peuples du ciel. À moitié l'un des délinquants du peuple du ciel, et à moitié l'un des princeps. Il était devenu Gabriel Princeps à moitié. Maintenant, il allait se réincarner dans ce corps grâce à une puce mémoire tout le temps. Il avait obtenu ce qu'il voulait au départ, se sortir de là tout seul, par pur égoïsme. Par pur égoïsme, il avait obtenu ça, sans même remarquer que c'était Joséphine qui était en train de le manipuler. Il l'avait manipulé, mais malgré tout, Joséphine avait tenu parole. Elle lui avait offert la gloire, la réincarnation, et aussi, elle lui avait même offert la vie éternelle, à travers un être qu'il ne connaissait pas encore. Mais il fallait encore qu'il connaisse grâce à Joséphine qui allait l'aider à connaître les 4 piliers de Sanctum. Il fallait maintenant qu'il les sache et qu'il connaisse toutes les coutumes de Sanctum. Mais cela, Joséphine, afin de parvenir à la fin de son plan. Et son plan, c'était Murphy. Mais afin d'arriver à la fin de son plan, de pouvoir trouver un autre qui allait s'en sortir tout seul, qui allait pouvoir réincarner et ramener à la vie Gabriel Princeps, il fallait maintenant lui apprendre les 4 piliers de Sanctum et toutes les coutumes de Sanctum. Le soleil rouge fut son apparition dans le ciel. Quand le soleil rouge fut son apparition dans le ciel, Echo fut la première à être atteinte. Elle fut la première à être affectée par le soleil rouge. Echo s'en prit alors à Shaw et essaya de s'en prendre à Raven. Pendant qu'il s'en prenait à Shaw et qu'il essayait de le retenir, il avait appelé Clark et Bellamy. Clark et Bellamy étaient en train de la plaquer au sol, de la tenir au sol. Mais malgré tout, elle essayait quand même de se débattre. Il fallait lui tenir les jambes. Il fallait la maîtriser. Avec un calmant,
Clark n'hésita pas une seule seconde de lui mettre un calmant dans le cou. En intraveineuse, elle lui mit un calmant dans le cou, avec une seringue, tout de suite. Avec une seringue, l'aiguille s'enfonça alors dans sa jugulaire. Le calmant se répandit alors dans son sang, montant jusqu'à sa tête, et la calmant. Elle était calmée, et arrêta alors de se battre. Mais le calmant n'avait agi que pendant quelques minutes. Ensuite, alors qu'on l'avait mise sur le côté, alors qu'on l'avait couchée sur le côté près d'un arbre, elle s'était réveillée et avait essayé de se réattaquer à Shaw. Elle avait essayé de s'attaquer à Raven. Ils l'ont maîtrisée et placée contre une voiture. En la plaçant contre une voiture, Clark était en train de la tenir avec son arme juste sur le front. Avec son arme qu'elle tenait contre son front, en disant qu'elle n'hésiterait pas à tirer. Shaw était en train de la tenir, elle aussi. Raven était en train de fabriquer une sorte de balise en quarantaine. À l'intérieur, il l'avait mise et enfermée. Ils avaient enfermé Echo, qui était sur le point de se calmer, à cause du sédatif qu'on lui avait mis dans les veines. Elle était en train de se calmer. À son réveil, elle ne se souvenait plus de rien. Mais à l'intérieur de la balise, quand on l'a ouverte, elle était allongée par terre et enchaînée. On a défait les chaînes et on l'a ramenée dehors, en lui expliquant ce qui s'était passé, qu'elle était sous l'influence du soleil rouge, et que quelque chose lui était arrivé pour qu'elle s'en prenne à Shaw et à Raven. À l'intérieur, Echo était toujours attachée. Elle était toujours sous l'influence du soleil rouge. Elle essayait de se défaire de ses chaînes. En essayant de se défaire de ses chaînes, ses poignets devenaient bleus. Mais d'ici quelques minutes, si on ne lui retirait pas ses chaînes et qu'elle continuait à se débattre sous l'influence du soleil rouge, elle allait finir par se sectionner les poignets à cause du métal. Elle était en train de se sectionner les poignets. D'ici quelques minutes, ses poignets seraient ouverts et elle se viderait de son sang. Elle deviendrait pâle et on retrouverait son corps couché par terre. D'ici quelques minutes, si Clark n'avait pas retiré les chaînes, ou si quelqu'un n'était pas arrivé pour pouvoir retirer les chaînes et pour pouvoir la sédater, d'ici quelques minutes, elle serait morte. Les Princeps sont arrivés. Et Clark avait garé l'une des voitures blindées, juste devant, et 3 autres voitures blindées sur le côté. Elle les avait ouvertes, des portes ouvertes, et elle attendait, assise sur les voitures. Elle attendait assise juste contre les voitures avec Bellamy. Quand certaines personnes qui venaient du château, des personnes que Russell Princeps et sa femme avaient envoyées, des personnes qui venaient du château sont arrivées en moto. Des disciples de Russell Princeps sont arrivés du château avec leur moto. Ils se sont arrêtés et ont garé leur moto. Il y en avait 5. Ils ont retiré leurs casques et ceux qui vivaient au château sont venus aider Clark et Bellamy. Raven les a fait rentrer dans la centrale de quarantaine. Quand ils sont rentrés, ils l'ont vue complètement couchée, encore en train de se débattre avec les chaînes. Elle était en train de saigner, mais d'ici quelques minutes, peut-être même 1 minute, elle allait se vider de son sang. Il fallait la sédater. Une fois sédatée, Abby est arrivée. Une fois sédatée par les disciples de Russell, Clark a été chercher Abby. Elle a été chercher Abby au château. Quand elle a été chercher Abby au château toute seule, elle est revenue avec Abby. Abby avait demandé à ce qu'elle lui dise ce qui s'était passé, à avoir un petit peu d'informations pour pouvoir savoir quoi faire. Clark s'était arrêté au milieu du dôme. Clark s'était arrêté. Elle pouvait passer à travers le dôme car elle était un sang d'ébène. Elle a donné du sang d'ébène à sa mère pour qu'elle puisse passer à travers le dôme. Pour qu'elle puisse passer à travers le dôme sans problème et sans être brûlée de manière radioactive, elle avait donné de son sang à sa mère. Elle s'était arrêtée dans le dôme et avait désactivé le dôme. Elle lui avait expliqué qu'à cause du soleil rouge, Echo était devenu complètement hors de contrôle.
qu'il l'avait attachée mais qu'elle était en train de se débattre, que d'ici quelques minutes elle se viderait de son sang, qu'elle a été sédatée par les disciples de Russell, qui venaient du château en moto, qui ont aidé Raven à la maîtriser, et Shaw à la maîtriser. Shaw était blessé aussi, et qu'il fallait aussi le sédater pour le guérir. Une table, une table d'opération avait déjà été installée. Lorsqu'Abby est arrivée, elle a aidé Shaw en premier. Elle a recousu ses cicatrices, a regardé à l'intérieur de son corps si tout allait bien. Il n'y avait aucune séquelle, ni rien de grave. Il pouvait se remettre debout, il pouvait de nouveau être d'aplomb d'ici quelques heures. Il fallait simplement qu'il dorme un peu ou qu'il se repose. À l'intérieur du vaisseau, Shaw s'est reposé. Raven a dû le forcer à se reposer en le menottant à la table. Elle est restée à côté de lui. Elle est restée à côté de lui en parlant d'un plan pour quitter Russell Princeps et pour quitter son château et sortir de la nation des Princeps. Ils ont parlé d'un plan. Ils ont parlé d'un plan pour déjouer, pour des, ils ont, par- ils ont parlé d'un plan pour pouvoir déjouer Russell Princeps et tout ce qu'il voulait faire, tous ses projets qu'il avait, et prendre le vaisseau de Diosa pour pouvoir partir, pour pouvoir s'en aller, et peut-être repartir avec l'anomalie sur une autre planète. Quand Abby est arrivée, elle a sédaté, elle a sédaté tout de suite Echo. Elle s'est couchée et a retiré les chaînes. Ses poignets étaient déjà bel et bien endommagés. Mais ce n'était pas si grave que ça. Il suffisait simplement, il suffisait simplement du fil et d'une aiguille, de glace, et ce serait passé. Elle a sédaté ses poignets pour qu'elle sente rien, mais on a dû lui accrocher une sorte de camisole de force à la bouche. On a dû lui accrocher une sorte de camisole de force à la bouche, quelque chose qui maintenait ses bras aussi. Cette camisole qu'on lui a accrochée la maintenait au sol et elle ne pouvait rien faire. Elle pouvait juste résister. Pendant que Abby est en train de regarder ses poignets et de les sédater, de regarder à l'intérieur les veines qui avaient été endommagées et sectionnées, les artères qui avaient été sectionnées et endommagées, et les nerfs aussi. Pas grand-chose, pas grand-chose, mais l'intervention ne dura que quelques heures. Ensuite, Echo était de nouveau d'aplomb. Elle était de nouveau d'aplomb, et de retour chez les Princeps pour organiser un plan pour pouvoir quitter Sanctum et pour pouvoir quitter le château et prendre le vaisseau de Diosa. En essayant de tirer avec son arc à flèche, Echo avait du mal car elle avait encore mal au poignet, et que ses poignets étaient encore enflés. Alors derrière elle est arrivé un guerrier qui l'a aidée, et qui a mis ses mains et ses bras contre ses bras, en l'aidant à tirer, et en lui demandant où sur qui elle devait tirer. Et elle lui a dit, elle lui a expliqué son plan au calme. Au calme, elle lui a expliqué son plan dans la tour, et ensuite il l'a aidé à tirer où et sur qui, en plein milieu de la foule de de tous les serviteurs de Russell Princeps, qui se présentèrent devant le château. Joséphine n'était plus une personne à part entière du château, mais un idéal à l'intérieur de la tête de Murphy. Murphy la voyait partout maintenant. Désormais manipulé par désormais manipulé par Joséphine, il la voyait partout. Alors qu'il pouvait sortir, alors qu'il pouvait courir dans les bois, alors que le soleil rouge venait, alors que le soleil rouge venait à l'affecter. C'était encore plus grave quand le soleil rouge l'affectait. Quand le soleil rouge l'affectait, il la voyait partout. Joséphine l'a emmenée dans une salle d'isolation sans bruit. Il pouvait même entendre ses poumons se remplir d'air et se vider d'air. Il pouvait entendre son cœur battre, à tel point qu'il pouvait même entendre ses os craquer. Il pouvait même entendre ses os craquer. Ses poumons se remplir et se vider d'air. Elle l'a emmené dans cette salle et a fermé la salle. Elle faisait du forcing pour savoir ce qui lui était arrivé quand il était mort. Elle faisait du forcing pour savoir ce qu'il avait vu. Pourquoi est-ce qu'il avait dit qu'il allait aller en enfer quand ils ont essayé de le ramener? Elle faisait du forcing pour savoir ce qu'il avait réellement vu et pour savoir, en rentrant dans sa tête et en cherchant dans sa mémoire, en fouillant à l'intérieur de ses souvenirs, de toutes les idées, de toutes les choses qu'il avait fait, de tous les regrets, de toutes les hontes, de tous les remords qu'il a pu avoir. Elle cherchait à l'intérieur. Elle s'était transformée en une sorte de souvenir hanté. Elle s'était transformée en une sorte de souvenir qui hantait Murphy. Une sorte de souvenir hanté. Une hantise quelque part. Mais c'était plus aussi une IA. C'était plus une IA, une sorte d'intelligence artificielle qui était rentrée à l'intérieur de la tête de Murphy et qui désormais s'emparait de son conscient,
son subconscient, ou alors voir même ses souvenirs, ou voir même ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. Un son, un bruit, une odeur pouvaient déclencher tout de suite Joséphine devant lui. Et la seule chose qu'elle cherchait à savoir, la seule chose qu'elle cherchait à savoir, surtout pendant le soleil rouge, c'était de savoir ce qu'il avait vu au fond du lac, quand il a été tué par une algue et ramené par ce serpent hideux. Quand il a été ramené par ce serpent hideux, c'était la seule chose qu'elle cherchait à savoir. Elle lui posait des questions, et lui se débattait contre lui-même. Il se débattait contre ses souvenirs d'il y a longtemps, contre ses hantises, ses peurs, ses angoisses. Ses peurs, ses angoisses, les choses qu'il a vécues dans l'Arche, tout ce qu'ils ont vécu dans l'Arche, toutes les mauvaises décisions qu'il a prises, toutes les mauvaises décisions prises par les autres, toutes ces personnes qu'il a suivies, toutes ces choses qu'il a dû faire, ses sacrifices. Il se battait contre Joséphine qui était à l'intérieur de lui, qui était à l'intérieur de ses pensées, et qui fouillait comme dans une salle d'archives, à chercher le bon souvenir pour pouvoir savoir ce qu'il avait vu au fond du lac. Malgré qu'il était inconscient, elle continuait à chercher et lui se débattait contre lui-même. C'était pire pendant le soleil rouge, à tel point que Raven dut vider la salle de quarantaine et l'enfermer à l'intérieur de la balise. Il se débattait contre lui-même, mais Clark lui est venu en aide déposant alors une balise à côté de lui qu'il avait ouvert. Déposant une balise qu'il avait ouvert lui-même. À l'intérieur de cette balise, il y avait une sorte de fusil, avec juste au bout du fusil, une aiguille, et juste dans cette aiguille, un liquide transparent et une petite puce. Une fois rentré à l'intérieur de lui, il enfonça la puce juste près de ses yeux. La puce sous ses yeux, il pouvait maintenant faire disparaître Joséphine. Cette puce allait la faire disparaître, allait supprimer comme une suppression. Comme supprimer des données sur un ordinateur, cette puce allait la supprimer. Mais il fallait qu'il se concentre dessus. Il fallait qu'il se concentre sur ses souvenirs, surtout ceux dans lesquels Joséphine avait cherché. Une fois qu'elle avait disparu, il pouvait tout simplement sortir pendant le soleil rouge. Cela ne l'affectait plus. Il était comme immunisé, ce que Clark avait découvert ensuite. Alors tout le monde est ensuite rentré dans la balise pour pouvoir se faire, en quelque sorte, pour pouvoir se faire immuniser contre le soleil rouge. Et il pouvait maintenant sortir lorsque le soleil rouge apparaissait. C'était une sorte de vaccin découvert lorsque Murphy se débattait contre Joséphine dans la salle de quarantaine. C'était une sorte de vaccin découvert contre le soleil rouge. Ils étaient tous immunisés. Ils avaient découvert ça. Mais ils devaient tous passer par le même cauchemar qu'avait vécu Murphy.